Le 27 décembre 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film Histoire de rire. Histoire de rire appelle peu de commentaires. Ce fut, il y a 2 ans, une pièce de M. Armand Salacrou, article de boulevard s'il en fut. Les héros sont au nombre de 6, 4 mâles et 2 femmes. Juste ce qu'il faut pour composer 2 ménages triangulaires dont les caprices se croisent. Exception faite de quelques petites notations amusantes sur la jalousie féminine, les uns et les autres appartiennent au monde des plus artificielles marionnettes. Leurs faciles pirouettes ont eu suffisamment de succès pour que l'on songeât sans retard à les exploiter au cinéma, qui fabrique ainsi l'ersatz d'un sous-produit. Le curieux est que beaucoup de Parisiens de bon ton, qui, ayant manqué les 50 premières représentations de Histoire de rire, se fussent crus déshonorés d'aller voir cette comédie à la scène, se précipitent pour en contempler le décalque sur l'écran. Il faut aussi compter les nombreux citoyens et citoyennes qui, ayant déjà vu l'interprétation de Histoire de rire au théâtre, éprouvent le besoin impérieux et immédiat d'aller lui comparer celle du cinéma, traversent pour cela tout Paris, font une demi-heure de queue. Voilà au moins des contemporains qui ont du temps devant eux. Remarquez bien que ces amateurs passionnés, devant une pièce ou un film vraiment beau, assez riche pour qu'il soit impossible d'épuiser leur suc et d'en saisir tout à fait le sens du premier coup, diront volontiers « C'est un peu difficile à comprendre, il faudrait revoir ça ». Mais jamais, au grand jamais, ils n'en trouveront le temps. Ils restent à la porte de maints chefs-d'œuvre qui leur dispenseraient d'inoubliables plaisirs, faute d'un léger effort, faute de leur accorder une de ces soirées qu'ils gâchent presque chaque jour. Ne nous insurgeons pas vainement contre une des lois éternelles de l'espèce humaine. Mais on peut constater que le théâtre cinématographié concourt d'incomparables manières à l'abrutissement des citadins modernes. Le cinéma de mouvement, si niais soit-il, apporte au spectateur un excitant physique qui le justifie. Au contraire, il est impossible d'imaginer rien de plus bovin qu'une de ces salles où l'on projette du cinéma-théâtre, théâtre et cinéma, qui sont presque infailliblement de la dernière qualité. Le public, affalé dans les fauteuils, pour ses 3/4 connaît l'insignifiante histoire qu'on déroule devant lui. Il n'a pas à faire jouer le plus modeste mécanisme cérébral. Une pareille inactivité, une telle absence d'inattendu, engendre même chez lui un ennui diffus. Je m'explique fort bien, à présent, pourquoi les scrupules et les pudeurs des censeurs, sauf dans quelques cas vraiment topiques, me laissent assez incrédule quand ils ne m'agacent pas. Le pseudo-cinéma est morbide, dégradant en soi, hors de toute considération de thème, par sa flasque insignifiance, par l'état de bourbeuse mollesse où il plonge les spectateurs. Soyons francs. Un drame brutal, mené dans un mouvement viril, une facétie verte et bien vivante, sont auprès de ce cinéma de véritables toniques. Mais ce sont eux que les puritains pourchassent, tout en laissant libre le commerce des plus fâcheux émollients, tout en accordant les yeux fermés, brevets et licences à ces machines à décerveler. Quand nous réclamons un cinéma qui donne la première part à l'action, à un rythme bien marqué, à la vérité ou à la féerie, nous n'exprimons pas des fantaisies d'esthète. D'instinct, nos vœux vont aux œuvres les plus saines pour le public, c'est-à-dire à celles qui sont capables de lui fouetter le sang. Quand 500 bipèdes humains sortaient de Villa Villa, un film américain de 1934, truculente épopée remplie de pendaisons, de fusillades, de belles canailles, ils étaient à coup sûr meilleurs qu'après avoir fait passivement la planche au fil de la 1000e histoire de cocuage et de dancing.
meilleur comme l'est un civilisé lorsqu'il a passé une journée à grimper des côtes, à traîner un barda dans un air salubre, au lieu d'avoir belotté jusqu'à l'hébétude dans un arrière-fond de bistrot poisseux et enfumé. Ceci dit, reconnaissons que les interprètes d'Histoire de rire, Fernand Gravet, Bernard Lancret, Gilbert Gilles, Pierre Renoir, Marie Déa, la fine Micheline Prel, font agréablement leur facile métier. J'ai toujours nourri une indulgence peut-être excessive pour Fernand Gravet. Qu'il rencontre dans le rôle le plus banal la moindre saillie, il l'a mis en valeur avec une verve de gestes et d'accent assez drôle, limité sans doute, mais qui laisse deviner une nature comique. Sauf dans « Si j'étais le patron 1934 », aux côtés de Max Derly, les producteurs ne lui ont guère permis de s'exprimer. Monsieur Gravet est emprisonné, pour longtemps encore, dans la catégorie des jeunes premiers. Avec un nez plus long ou quelques centimètres de taille en moins, il fut peut-être devenu un pitre très amusant. Monsieur Marcel L'Herbier, ambitieux auteur il y a déjà longtemps de L'Inhumaine, était essentiellement connu avant-guerre pour ses effarants mélos maritimes, illustrés par la barbe de M. Victor Franssen. M. L'Herbier est le photographe d'Histoire de rire. Il s'est contenté de signer comme metteur en film, ce qui est bien. Mais cette besogne ne lui donne aucun crédit pour pontifier au nom du cinéma français comme il l'incline volontiers à le faire en ce moment. François Vineuil fait allusion ici à un article de Marcel L'Herbier, cinématographe, paru dans France 1941, qui avait comme titre « La Révolution nationale constructive, un bilan et un programme ».